Ok, cool. Cool, ok, ben on peut commencer. Du coup, c'est le premier épisode de Connexion pour NCMAG Alumni. À la base, on voulait organiser un événement où on pouvait réunir où on pouvait toucher un grand nombre d'NCMAG, mais forcément, qui dit confinement, on dit qu'on doit être disruptif. Du coup, ça veut dire passer en ligne. On a décidé de faire des séries d'interviews où on interviewe donc des anciens de l'Antimag sur plusieurs thèmes. Le premier thème, c'est ce soir et c'est sur comment faire sa transition écologique. Du coup, moi, je suis Noé, donc pour NCMag Alumni, je suis membre actif et promo 2019 de NCMag. Et du coup, on a trois intervenants qui vont se présenter. On peut commencer par Louise. Donc, bonjour à tous, moi c'est Louise, donc je suis promo 2018, donc ancienne de Nancy Mag. Et bon voilà, je laisse les autres se présenter rapidement. Je t'en prie, Thibaut Julien. ensuite. Ah, bon. Donc moi je suis Thibaut Rillet, promo 2014, Nancy Mag également comme tout le monde. Et je suis CTO dans une boîte qui s'appelle Enogrid qui travaille dans le secteur de l'autoconsommation collective des communautés d'énergie renouvelable. Et voilà, ça ira pour le moment. Ouais. Julien. Salut, moi c'est Julien Geffray, promo 2004. J'ai travaillé dans l'informatique financière pendant, on va dire, une quinzaine d'années. Et j'ai débranché l'année dernière pour partir sur des activités plus en lien avec mes préoccupations environnementales. Ok, trop cool. Du coup, pour la première question, c'est un peu le point qui revient très souvent, c'est qu'est-ce qui vous avait fait faire le pas de côté? Qu'est-ce qui vous avait fait réaliser l'importance d'effectuer un changement sur votre comportement? Euh, quelles ont été vos premières actions significatives? Julien, si tu veux commencer, puisque tu es celui qui a fait le pas de côté le plus à côté, on peut dire, je pense. Ouais, ça ça reste à voir. Après, je suis probablement celui qui l'a fait le plus tard, parce que moi, ça a été, moi, j'ai fait une carrière de cadre très consciencieux pour gagner plein d'argent et faire gagner plein d'argent à mes actionnaires pendant une bonne dizaine d'années. Ce qui m'a amené vers ça, mais c'était il y a 10 ans déjà, c'était un questionnement bête à propos de ma place dans le monde, ma place dans la société. Est-ce que j'étais bien raccord avec mes valeurs, mes principes? J'avais pas beaucoup de temps pour penser à ça à l'époque, parce que je bossais beaucoup trop. Mais c'est venu, puis la graine a germé, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que ma vie, et en particulier ma vie professionnelle, n'avait pas autant de sens que j'aurais pu rêver qu'elle ait. Voilà. Donc c'est plus une question existentielle, ça met un grand mot au départ. Il y a quelque chose que je me demande toujours, et pour les plus vieilles générations, c'est comment est-ce que ça se fait que ce déclic il est venu assez tard? Parce que si on prend par exemple Louise, toi tu viens juste de sortir de l'école, Thibaut, pareil, tu as eu une conscience assez tôt. Comment ça se fait que vous avez déjà cette conscience en école? Comment est-ce qu'elle est venue? Personnellement, je saurais pas dire pourquoi ça arrive plus tôt, si ce n'est qu'on est peut-être plus informé. C'est un sujet qui est peut-être plus d'actualité pour notre génération aujourd'hui. Moi, pour ma part, c'était pas vraiment un déclic, mais je me suis pas mal intéressée à l'environnement à Grenoble et je pense que ça y est beaucoup par rapport à la dynamique de la ville. Je sais pas trop comment c'était à ton époque, Julien, mais Grenoble aujourd'hui, c'est une ville qui est quand même énormément portée par des valeurs écologiques et c'est difficile de passer à côté, même quand on ne s'y intéresse pas forcément. Je pense que ça éveille un petit peu les consciences un peu malgré nous. Donc, je sais pas du tout comment c'était à ton époque, Julien. Ouais, alors merci pour le vieille génération. J'espère qu'il y a des Pardon. NC Mag 1980 qui nous regardent. Euh, non, on parlait pas d'écologie plus que ça. Très sincèrement, mais personne en fait. Il suffit de regarder le score des écolos sur les 20 dernières années. Et on est pas sur une exponentielle, mais à notre époque, quand les écolos faisaient 4-5%, c'était la gloire pour eux, quoi. C'est tout. Je pense que c'est juste ça. C'est un niveau de conscience global qui fait du rattrapage. Et dans ma génération,
je fais peut-être partie de ceux qui ont l'éveil le plus tôt, même si ça reste à prouver. Mais la génération de nos parents, par exemple, en tout cas de mes parents, cette conscience-là, elle est encore plus ténue. Mais elle se fait petit à petit. Il y a un rattrapage. Et vous baignez dedans. C'est très simple, il suffit de regarder. Je sais pas, on pourrait faire, ce serait intéressant de faire une étude statistique sur les unes de, je sais pas moi, Le Monde ou Le Figaro depuis 50 ans, et puis de cocher les unes où il y a un thème écologique. Aujourd'hui, c'est pratiquement tous les jours. Ouais, c'est un sujet qui est beaucoup plus présent et du coup, vu que je pense que quand on est jeune, quand on est étudiant et même avant, c'est un moment où on commence à se construire ses valeurs. Donc forcément, c'est plus facile d'adhérer à ce type d'idées quand on commence tôt que de tout remettre en question et ce qu'on pensait savoir pour changer d'opinion. Donc, du coup, c'est plus simple, on va dire. On a cette chance-là pour les générations les plus récentes d'avoir pu baigner un peu plus dedans, d'avoir plus d'informations et d'avoir un niveau de conscience qui est quand même plus élevé que ce qu'il pouvait y avoir il y a quelques années. Cool, ok. Il y a un point de vue il y a un point de vue qui est assez intéressant quand on est ingénieur, c'est que l'ingénieur, c'est un peu celui qui représente l'innovation et la poussée vers l'avant du système économique. Mais à la fois, dans le discours écologique, il y a beaucoup de les notions justement de maintenant de décroissance et du coup plutôt de freiner ce développement économique. À quel point vous pensez qu'on peut faire un compromis entre les deux, du coup, entre sa formation d'ingénieur et le besoin d'innover, mais aussi répondre à des problématiques environnementales. Thibaut, vu que tu es entrepreneur dans le domaine, tu peux nous donner ton point de vue. Déjà, peut-être répondre en disant que je pense que c'est justement parce qu'on est ingénieur qu'on doit répondre aux problématiques environnementales. C'est en étant ingénieur et en creusant un peu la question, je trouve ça difficile de nier ce qui se passe et de ne pas tirer des conclusions qui peuvent paraître radicales, mais qui pourtant sont là. C'est-à-dire il y a plein d'études, enfin, le monde scientifique est à peu près unanime là-dessus. Quand on creuse un peu, on regarde un petit peu les liens entre utilisation d'énergie fossile, croissance. On se rend compte que, grosso modo, si on simplifie, plus on utilise d'énergie, plus on a de la croissance économique. Donc du coup, voilà, remettre en question la conclusion qui vient assez facilement, c'est de remettre en question l'utilisation dérégulée et sans prise de conscience d'énergie fossile pour ensuite pour simplement faire de la croissance. Donc c'est pour ça je voulais juste mettre l'accent sur ce point-là, parce qu'on est ingénieur, on doit uniquement servir la croissance économique. Je pense pas. Je pense que justement parce qu'on est ingénieur, on doit remettre d'abord en question pas mal de choses et réfléchir pour ce qui est le mieux pour le système. Ensuite, ça dépend ce qu'on met derrière croissance. C'est-à-dire que si derrière croissance, on met uniquement croissance économique et rien d'autre, c'est un peu dommage. On peut plutôt voir une forme de croissance où on va parler de croissance sociale, de croissance on va dire, environnementale. C'est des termes qui ne sont pas très bien définis et qui ne sont pas aussi faciles à appréhender qu'un PIB et un pourcentage sur ce PIB d'année en année. Mais pourtant, c'est des choses qui ont plus de sens dans le quotidien des gens. Et pour moi, l'ingénieur, il doit plus travailler là-dessus, surtout après avoir fait une prise de conscience sur l'impact de l'économie sur l'environnement. Julien, je sens que tu veux répondre. Oui, alors ça, ce sera une constante sur l'ensemble des points, mais c'est de la triche, on en a parlé avant. Ouais, juste par rapport au rôle de l'ingénieur, pour moi, ce qui m'a mis dedans au départ, c'est lire le rapport de Rome, donc, qui s'appelle en anglais Limits to Growth, et qui a été écrit par des ingénieurs du MIT. C'est des ingénieurs qui prennent en compte la réalité du monde pour la transcrire sous forme de problèmes à résoudre. Si on voit les gens qui aujourd'hui sont au Conseil pour le climat ou qui conseillent qui ont pignon sur rue sur la façon dont la société doit évoluer, il y a des noms qui reviennent souvent. Il y a Jean-Marc Jancovici, ingénieur, Philippe Biwix, ingénieur. Et ces gens-là n'apportent pas des relais de croissance de PIB, ils apportent des voies à explorer pour aller chercher une autre forme de développement. Biwix, c'est l'apôtre des low-tech, par exemple. Et là, si tu n'as pas d'ingénieur, tu ne peux pas faire des outils agricoles low-tech qui consomment moins de pétrole, des outils industriels qui consomment moins de pétrole, moins de matière.
Là, il faut des ingénieurs dans absolument tous les domaines, y compris l'informatique. Alors, tu tiens ce discours, mais en même temps, tu es celui qui a fait le plus gros pas de côté, puisqu'en même temps, en ce moment, tu es en train de monter donc un écolieu en Bretagne, c'est ça? C'est ça. Et du coup, tu ne fais plus appel à tes compétences d'ingénieur au jour le jour. Ouais, alors après, je te dirais que mes compétences d'ingénieur, elles ont été mises en sommeil assez rapidement. Moi, j'étais, comme plusieurs ingénieurs, j'étais un peu une anomalie dans le schéma. Moi, depuis 2008, je suis sur des problématiques de gestion commerciale et de management. Donc, j'ai des compétences un peu mêlées de tout ça. Aujourd'hui, ce que Mhm. j'utilise de mes compétences d'ingénieur, c'est justement ce rapport à la réalité, la capacité de modéliser des systèmes. Aujourd'hui, je me forme à la permaculture. La permaculture, c'est la science des systèmes complexes appliqués au vivant, entre autres. Euh, Ça me sert beaucoup d'avoir un esprit suffisamment rationnel pour m'intégrer à cette discipline-là. Ok, trop cool. Louise, tu nous as pas parlé de ton parcours, de ce que tu fais en ce moment. Ouais, donc moi, c'est aussi un parcours d'ingénieur assez atypique. Donc, j'ai beaucoup remis en question le sens de mon travail déjà au moment de mon stage de fin d'études. Donc, avant d'être diplômée, où je me suis énormément intéressée à l'impact du numérique. Et pour moi, c'est devenu un problème en fait au quotidien parce que j'allais travailler pour faire quelque chose qui n'allait pas dans le sens de mes valeurs, parce que le numérique a un impact énorme sur l'environnement. Donc, je dis pas qu'il faut tout arrêter dans le numérique, mais moi personnellement, ça m'a dérangé. Donc, j'ai beaucoup réfléchi après ce stage de fin d'études. J'ai pris du temps pour me recentrer sur moi et comprendre un peu ce que je voulais faire pour aider le monde à mon échelle. Et donc là, je suis depuis 8 mois en service civique dans l'association Conscience et Impact écologique. Et donc pour laquelle je fais de la sensibilisation et de l'animation problématique écologique auprès d'un peu tous les publics, donc de l'école primaire à l'entreprise. Donc moi, j'ai vraiment laissé mes compétences d'ingénieur de côté assez rapidement. C'est quelque chose sur lequel tu veux revenir. Est-ce que ça te dérangerait typiquement de refaire de l'informatique, de refaire des problématiques d'ingénierie? Alors, moi, c'est plus un côté personnel. J'ai beaucoup aimé apprendre tout ce que j'ai appris à l'INSIMAG, mais l'informatique, c'est pas quelque chose qui me fait vibrer en fait au quotidien. Donc, si je retourne dans le monde du numérique, c'est plutôt pour sensibiliser et informer sur l'impact environnemental du numérique. Mais j'ai pas la volonté ni l'envie en fait de retravailler spécialement dans ce domaine-là. Je préférais me concentrer sur des problématiques écologiques qui me plaisent beaucoup plus. Ok, cool. Juste pour rappeler qu'on prend les questions sur YouTube. J'ai vu qu'il y en avait quelques qui avaient commencé à stacker et on va les faire un peu plus tard. Donc, continuez à poser vos questions et vous inquiétez pas, on va y répondre à vous. Euh, Voilà. Du coup, Louise, il y a quelque chose qui m'intéresse vachement, c'est que pour moi, le numérique, et du coup, être ingénieur à l'INSIMAC, ça donne un pouvoir énorme. Avec le numérique, on peut toucher très, très vite énormément de personnes en faisant, je sais pas, un site web, une application. Et c'est quand même quelque chose qui nous permet d'avoir un impact, du coup, très large avec des actions qui sont plutôt petites individuellement. Du coup, je me demande toujours, quand on fait une transition écologique, est-ce qu'on l'a fait pour soi ou est-ce qu'on l'a fait pour l'humanité? Et du coup, comment est-ce que vous arrivez à mesurer cet impact que vous avez sur la planète? Si je peux continuer, je pense que c'est un impact qui est très difficile à mesurer. On sait pas, enfin, c'est assez difficilement quantifiable. Effectivement, le numérique, ça sert à plein de choses aujourd'hui, et je pense que sans le numérique, on serait très loin d'avoir fait tous les calculs qu'on a aujourd'hui au niveau du dérèglement climatique et de ses conséquences. Ce serait très compliqué aussi de faire circuler toute l'information à ce sujet, de former un tas de personnes à ce sujet. Il y a beaucoup de MOOC en ligne qui permettent de s'intéresser à ces problématiques. Et pour ça, le numérique, effectivement, c'est un outil franchement très utile. Après, mesurer l'impact qu'on a dans sa transition écologique, je ne saurais pas vraiment comment dire. Je pense qu'il faut surtout être en accord avec ses valeurs, se donner certains objectifs, essayer de rentrer dans ces objectifs. Mais c'est difficile de dire qu'un tel a plus d'impact que son voisin, parce que chacun va faire des actions différentes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les autres. Toi, Thibaut? Euh, Moi, je pense qu'il y a quand même un aspect qui est important, c'est de croiser un peu
de prioriser, on va dire, les actions qu'on veut faire si jamais on veut engager une transition personnelle. Faut faire un bilan personnel qui inclut vie privée, vie perso, vie pro. Et puis aussi s'informer par ailleurs des différents impacts qu'on peut avoir. Et ensuite, commencer à changer ses comportements dans l'ordre d'impact. C'est-à-dire que je dis pas que ça sert à rien, par exemple, de trier ses déchets ou de prendre moins la voiture, sans réfléchir plus que ça à ce qu'on va faire, mais simplement de commencer à regarder, de faire l'équilibre entre ce qui a le plus d'impact et ce qui nous dérange le plus à faire. Et simplement, en fait, je trouve que si on ne fait pas cet exercice-là de s'auto-évaluer face à l'impact qu'on peut avoir, qui du coup est mesuré par ailleurs dans différentes études, c'est un peu dommage parce qu'on ne maximise pas l'impact qu'on pourrait avoir face à la perte de confort qu'on s'autorise. Et pour ça, il y a plein de ressources qui vont détailler l'impact de nos actions quotidiennes. Et puis, il y a des choses, il y a des outils informatiques justement qui peuvent aider à s'évaluer. Je n'ai pas forcément en tête, mais il y a pas longtemps, là, il y a Tomorrow qui a développé une petite appli pour voir l'impact justement de son smartphone à travers toutes les applications qu'on utilise. Elle est en bêta, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant à essayer. Après, au niveau individuel, il y a le bouquin notre empreinte cachée qui avait fait un mini truc pour s'évaluer, pour voir à peu près où est-ce qu'on avait un impact, où était notre impact. Et puis après, d'un point de vue plus systémique, les entreprises en fait doivent avoir la même démarche, c'est-à-dire que il faut identifier là où sont les postes d'émissions de gaz à effet de serre, si on parle de ça, pour pouvoir couper ce qui a le plus gros impact avec le plus faible coût pour l'entreprise et pour les personnes. Et Julien, c'est quoi ton projet du coup? Comment est-ce que tu souhaites avoir un impact toi autre que ton impact personnel? Déjà, je suis 100% d'accord avec ce que vient de dire Thibaut, d'un point de vue, et surtout quand on est un ingénieur, on se doit de regarder la réalité en face. Et donc ça commence par faire un bilan, pourquoi pas un bilan carbone. Il y a le site de l'ADEME qui propose des applications pour ça. Moi, j'ai pratiquement commencé par ça, mais je savais très bien que mon bilan carbone, c'était surtout mes voyages en avion, qui étaient professionnels, hein. Donc je pourrais très bien dire, hop, c'est le bilan carbone de l'entreprise, mais non, ça compte pas. C'est toi en fait qui prends l'avion, donc c'est ton bilan carbone. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Donc tu fais ton bilan carbone et tu regardes où est ton plus gros impact et tu t'attaques à ça pour commencer. Et au moins, c'est du concret, c'est du palpable et tu ne te poses pas la question de savoir effectivement ce que tu as envie de faire ou ce que tu as besoin de faire, quoi. Après, au-delà de ça, moi, je suis assez gandhien dans la philosophie, c'est soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc, si tu veux que les gens arrêtent de prendre l'avion, tu prends plus l'avion. Moi, j'ai pas pris l'avion depuis pratiquement 10 ans et ça me manque pas du tout. Enfin, du coup, mon monde à moi est devenu beaucoup plus grand qu'avant, par exemple, et c'est assez chouette. Et alors, la question de mon impact, je me la pose plus du tout, du tout. Avant, je voulais changer le monde, surtout quand on découvre les enjeux, on se dit il faut changer le monde, et puis comme on a l'impression que personne ne le fait, on se dit bon, mince, c'est à moi de le faire. Et je me pose plus du tout la question, ces termes-là. Je suis un peu comme le gars dans l'avion qui n'a plus d'oxygène. Je me mets mon masque à moi avant de le mettre à mon voisin. Et c'est assez permaculturel comme démarche. Je m'occupe d'abord de ma zone zéro, c'est-à-dire moi, ma famille, mon environnement. Et quand ça, c'est bien établi, bien assis, bien solide, là, je peux aider les autres. Et après, je vais aller au plus près. Je vais faire mes voisins, ma communauté, euh, ma commune, la ville où j'habite. Et après, petit à petit. Mais de toute façon, on n'aura ni crédibilité, ni personne qui nous suivra si on n'est pas un minima cohérent avec ce qu'on raconte, quoi. Pour toi, la cohérence, c'est quand même quelque chose qui est assez élevé, c'est-à-dire que tu es quand même dans une démarche assez extrême sur enfin, assez extrême. Tu t'es quand même tu t'es quand même permis quelque chose qui est assez, qui est quand même un luxe, c'est-à-dire que tu vis sur un petit lieu, dans un village, loin de tout, où tu n'as pas forcément accès à des bassins d'emploi. C'est des choses que typiquement les jeunes qui sortent de l'école ont du mal à se permettre.
Je ne sais pas. Une fois de plus, tu vois, je ne me pose pas la question de comment faire les autres. Et surtout, je ne suis pas en train de dire à tout le monde quittez votre job. Et moi, j'ai fait ça parce que ça correspondait à mon cheminement de vie et mes besoins personnels, que je ne vais pas détailler là, sinon ça va nous prendre une plombe. Je suis tout à fait respectueux des gens qui font pas ce choix et qui s'impliquent au milieu, par exemple, de leur comité d'entreprise pour voilà, mettre les poubelles sélectives dans les... C'est un peu chacun son chemin à l'endroit où il est et surtout au niveau de conscience où il est. Un ingénieur convaincu qui kiffe son boulot de développeur, et j'ai un copain comme ça, s'il me regarde, Mick, c'est pour toi. Il a développé une. Alors, il va me pourrir parce que je n'emploie pas les bons termes, mais c'est des templates Internet graphiques, des chartes graphiques légères pour minimiser l'empreinte carbone de l'entreprise. C'est pas du tout une commande de son entreprise. Mais lui, il s'est dit, tiens, moi, le site web de l'entreprise, je vais le faire léger. C'est pas du tout. Son boss lui a pas demandé de faire ça. Mais quand il a présenté ça à son boss a dit, ah oui, tiens, pourquoi pas, c'est intéressant. Donc et c'est important. Voilà, ça gagne un petit peu ça. Il y Moi, a j'ai eu une besoin de question. couper. Ok, cool. Parce qu'il y a une question qui est revenue assez souvent dans le chat, c'est est-ce que c'est possible de travailler dans le numérique et d'utiliser ses compétences en maths et en info au service de l'environnement? C'est quelque chose enfin, moi qui viens de sortir de l'école assez récemment, je ne sais pas si Louise, tu avais ce même sentiment. On a l'impression d'être on a cette conscience environnementale, mais on n'a pas l'impression de pouvoir appliquer nos compétences en mathématiques et en informatique dans notre conscience personnelle, quoi. Je ne sais pas si Louise, tu avais ce même ressenti. Moi, j'ai eu un peu ce sentiment-là, mais en fait, je m'en suis rapidement détachée parce que, comme je disais, je me suis rendu compte que ça me donnait plus envie de travailler là-dedans. Donc, ça n'a pas été trop un problème de lutter dans une recherche de je veux travailler dans l'informatique avec de l'info et des maths au service de l'environnement. Donc, je pense que Thibaut est peut-être plus à même de répondre là-dessus parce qu'il a visiblement réussi à concilier les deux. Moi, je suis rapidement sortie de l'informatique, en fait. Euh, ouais, moi je suis pas forcément d'accord avec le fait que c'est pas possible. C'est-à-dire que moi, à l'époque où, en fait, déjà, avant de rentrer dans l'école, j'avais déjà cette envie-là de travailler dans un secteur qui était en accord avec mes valeurs. En parallèle de NCMAC, j'avais fait, en troisième année, j'avais fait un master à Sciences Po en plus pour comprendre un peu plus d'un aspect non technique les enjeux sociaux, environnementaux qui pouvaient y avoir aussi. Donc, je m'étais déjà pas mal intéressé à ça. Et ensuite, dans ce dans quoi j'ai bossé, j'ai toujours cherché à bosser dans des secteurs qui étaient en accord avec mes valeurs. Donc voilà, après, j'ai fait des choix au fil de l'eau entre préférences perso, état de mes connaissances en termes d'environnement, d'impact à l'époque et les opportunités que j'ai rencontrées. Mais dans mon parcours pro, j'ai bossé pour des logiciels d'agroforesterie qui étaient utilisés dans des programmes de préservation de forêt, dans des smart grids, énergie renouvelable, dans d'autres secteurs qui sont plus controversés comme le véhicule électrique. Et puis ensuite, je me suis mis à créer ma propre boîte dans le secteur des énergies renouvelables et des communautés d'énergie renouvelable pour des énergies plus locales, plus solidaires et plus propres s'il en est. Et du coup, aujourd'hui, donc maintenant, avec cette nouvelle aventure entrepreneuriale, je vois qu'il y a quand même beaucoup de mouvements qui existent, qu'ils soient dans les entreprises de l'ESS, les entreprises à mission ou dans les associations et les collectifs citoyens. Il y a vraiment beaucoup de choses qui existent. Là, c'est très récent, mais on a rejoint le réseau Tech for Good France, qui est un réseau d'entreprises qui cherchent à utiliser la tech justement pour le bien commun et pas uniquement l'environnement. Et dans ce réseau-là, il y a des offres il y a vraiment plein de recherches de développeurs notamment. Donc en fait, quand on creuse un peu, quand on s'intéresse à ça et qu'on a envie d'avoir un impact, je dis pas que c'est facile parce que on est dans un secteur qui embauche encore, donc on a la facilité, c'est de prendre une des 10 premières offres d'emploi qu'on nous propose parce qu'on vient nous chercher en sortie d'école. Mais si on dit non et qu'on accepte d'être peut-être un peu moins bien payé que tous ses copains de promo, que ce soit pas le dernier truc tech dans la super entreprise tech qu'on va faire, mais qu'on est plus en accord avec nos valeurs, avec ce qu'on a envie de faire, je pense que c'est vraiment possible. Il faut juste s'investir un petit peu plus parce qu'on vient nous chercher et que du coup, il y a d'autres jobs qui sont disponibles plus facilement.
D'ailleurs, toi qui es encore à Grenoble, je crois que l'écosystème, il est sur les emplois Tech for Good, ils sont quand même assez dynamiques. Il y a pas mal de chercheurs, mais il y a aussi des petites PME assez techniques, comme la tienne d'ailleurs, qui... Ouais, il y en a quelques-unes. Après, il y a aussi si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pense qu'un bon moyen de se rapprocher de ça, c'est justement de se rapprocher des réseaux type Tech for Good, ou à Grenoble, il y a un incubateur d'entreprises de l'ESS qui s'appelle Ronalpia. En fait, faut se rapprocher des acteurs de l'écosystème qui centralisent un peu ce type de mouvement pour ensuite être mis en contact et puis avoir des listes d'entrée, en fait. Et est-ce que, du coup, est-ce que ces convictions personnelles, on doit les avoir sur le temps professionnel ou sur le temps privé? Est-ce que c'est vraiment des emplois qu'on peut avoir ou est-ce qu'on doit utiliser notre temps le week-end pour participer à des petits projets qui permettent de faire avancer la question? Je sais pas si la question est pour moi, mais pour moi, c'est pas séparé. Enfin, c'est-à-dire que si on se dit qu'on considère son impact à soi, c'est-à-dire que du coup, on va regarder ce qu'on fait dans sa vie perso et ce qu'on fait dans sa vie pro. Donc, moi, voilà, j'ai choisi de vivre un petit peu en dehors de la ville pour pouvoir cultiver mes légumes, avoir de l'espace et puis après, voilà, j'essaie de vivre en accord avec mes valeurs dans ma vie perso comme dans ma vie pro. Donc, je pense pas qu'il y ait de séparation à faire entre notre impact personnel et notre impact professionnel. Mais Par juste, contre, juste pour rebondir là, moi, le choix d'avoir un job entre guillemets alimentaire, si c'est ça la question de Noé, pour ensuite avoir du temps à côté dans des associations et des projets qui sont plus en accord avec l'écologie. Moi, c'est un choix que j'ai fait à une époque parce que j'avais pas de solution là où j'habitais pour trouver un job qui me comble dans l'écologie. Et en fait, l'un a contaminé l'autre et une fois dans l'entreprise, j'ai pu essayer de transmettre des valeurs. Alors, c'était plus sur de l'humain que de l'écologie, euh, jusqu'à trouver un jour le courage, les ressources, ou en tout cas la situation qui permettent de basculer et de faire autre chose. Et je pense que c'est la situation de chacun qui prévaut et la direction globale que prend la vie, quoi. L'idée, c'est d'avoir un cap, et puis on ne peut pas forcément y aller tout droit, mais en tirant des bords, c'est bon, quoi. L'important, c'est de pas faire demi-tour. il y a une question qui revient pas mal sur le chat et qui est super importante à mon avis. C'est le fait que la formation à l'ENSIMAG, mais aussi dans toutes les autres écoles d'ingénieurs, à Polytechnique, Centrale Nantes, où les élèves avaient déjà manifesté à ce sujet-là, ne sont pas en adéquation avec les convictions personnelles des élèves. On nous parle de développement, d'innovation, mais on ne nous parle pas de problématiques environnementales. Euh, du coup, est-ce que vous pensez que c'est le rôle des écoles de nous inculquer ces problématiques ou ça doit rester quelque chose du personnel? Donc, je vais répondre. Je pense sincèrement que les écoles aujourd'hui, et vu le contexte actuel, c'est leur rôle de former les étudiants à ces problématiques. Il est urgent d'agir et la plupart des élèves de l'ENSIMA ou d'autres grandes écoles aujourd'hui sont diplômés sans avoir connaissance en fait des enjeux sur le dérèglement climatique. Et je pense que c'est aux écoles et aux universités de former un minima, de sensibiliser pour qu'il y ait un petit éveil écologique à ce sujet-là, ce qui aujourd'hui n'est pas vraiment le cas, mais je pense qu'il faut le faire très très rapidement parce que les ingénieurs de demain, ils vont devoir gérer les problématiques du dérèglement climatique. C'est eux qui vont être acteurs, notre génération et la génération qui arrive. Si on n'est pas formé, je pense que ça va être assez compliqué à gérer. Donc, je pense sincèrement que c'est du rôle des écoles et des universités de former les étudiants. Tu m'avais dit aussi que allais intervenir à l'ENSIMAG dans ce cadre-là ou tu l'avais déjà fait? J'ai fait une intervention à l'ENSIMAG, une conférence libre sur l'impact du numérique. Oui. Et ça s'est passé comment? Tu as eu des retours des élèves? Alors, il y avait, à ma grande surprise, la moitié des participants qui n'étaient pas de l'ENSIMAG. Je ne Ok. sais pas trop comment leur est arrivée l'information. Mais oui, j'ai eu quelques retours. Donc, il y en a qui étaient déjà sensibilisés à cette question. J'ai eu des étudiants de FELMA, si je ne me trompe pas,
qui étaient là aussi, qui étaient intéressés par cette problématique et qui s'étaient déjà un peu renseignés. Et d'autres personnes de l'ENSIMAG qui trouvaient ça intéressant d'avoir un peu ces informations et comprendre aussi comment ils pouvaient éventuellement agir dans leur travail pour ne pas avoir un impact trop important via le numérique. Donc, ils étaient intéressés et certains étaient demandeurs, mais je comprends que ce soit pas aujourd'hui l'intérêt de tous les étudiants de l'ENSIMAG. Est-ce que c'est possible aussi, est-ce qu'il existe des formations d'ailleurs qui parlent du numérique qui soient responsables? J'ai l'impression qu'en école, on peut nous enseigner la partie responsable, on peut nous enseigner la partie numérique, mais l'intersection des deux, ça va être encore plus rare et plus compliqué à avoir. Il n'existe pas de formation à proprement parler sur le numérique responsable, mais il y a quelques organismes comme Green IT, EcoInfo qui travaillent là-dessus, donc ils font beaucoup de rapports et ils donnent quelques bonnes pratiques, mais il n'y a pas de formation officielle si c'est ça ta question. Juste d'ailleurs pour les étudiants qui sont en train de regarder, qui sont encore à Grenoble, je sais qu'il y a des initiatives qui sont menées au niveau du campus de l'UGA pour lequel vous pouvez obtenir des ECTS en suivant des cours axés sur l'environnement. Ce ne sera pas des cours qui seront axés sur l'environnement et sur le numérique, ce sera des cours qui sont généralistes pour toute l'UGA, mais vous pouvez quand même avoir des ECTS. Et je pense que si vous négociez très bien, il doit y avoir peut-être moyen de remplacer d'autres cours du CHEM. Et c'est à voir, mais il y a cette possibilité qui est ouverte depuis quelques années, 1 ou 2 ans à l'UGA et qui est très intéressante. Le problème, c'est qu'elle manque énormément de communication, particulièrement dans les écoles d'ingénieurs de Grenoble-INP. D'ailleurs, est-ce que vous avez l'impression que les profs sont assez sensibilisés à ces problématiques? Je suis la plus récente à avoir été à l'ENSIMAG. Mais dans les cours, je trouve que c'est pas forcément présent. Cette sensibilité n'est pas présente dans les cours. Après, bon, j'ai pas eu cours avec tous les enseignants de l'ENSIMAG. Mais je pense que certains sont sensibilisés. Il y en a quelques-uns qui ont assisté à la conférence que j'ai faite. Et je sais qu'il y a une volonté de vouloir intégrer cette dimension. Il y a d'ailleurs des cours qui sont proposés à l'ENSIMAG, 2 interventions en début d'année sur le numérique éthique et le numérique responsable. Donc je pense qu'il y a cette volonté. Après, je ne sais pas du tout comment ça s'étend dans le corps enseignant. Si je peux me permettre un commentaire, en fait, les écoles d'ingénieurs enseignent ce que les grands comptes industriels français leur demandent de fournir. Et malheureusement, pour avoir été dans une ESN il n'y a encore pas si longtemps, il n'y a pratiquement aucun donneur d'ordre sérieux en France qui demande aux ESN, donc Société de Services Numériques, de coder green. L'idée, c'est que ce soit fait vite et pas cher. L'idée, c'est pas que le site web soit le plus léger possible, le plus résilient possible, avec du beau code facile à maintenir, etc. Et il y a des boîtes qui se positionnent sur le marché aujourd'hui. J'en connais une à Nantes qui s'appelle Green Spector, par exemple. J'en connais plusieurs sur Bordeaux également. Mais aujourd'hui, elles ont du mal à exister, quoi. Donc, c'est pas les profs qu'il faut contaminer en premier, c'est les donneurs d'ordre. Et ça, malheureusement, à part la réglementation et les rapports de force, il n'y a aucune loi du marché qui aujourd'hui va favoriser les boîtes. Si je prends l'exemple des assureurs, tu ne vas pas choisir tel ou tel assureur parce qu'il a son back-office qui est codé light par rapport à un autre. Du coup, pour toi, il devrait y avoir aussi une réponse économique pour faire rentrer ces problématiques dans l'enseignement supérieur? Ah bah, réglementaire en tout cas, ouais, c'est sûr. Ok. Si aujourd'hui tu as un Grenelle du numérique avec l'obligation, une certaine obligation de taille maximum pour, ça peut être n'importe quoi, les vidéos, les images, les flux ou même les bandes passantes, tout d'un coup, tout le monde va faire comme quand on a mis ISO 14001, ISO 27001 sur l'environnement, la sécurité. Les gens vont se dire ah là là, faut qu'on recrute des ingénieurs qui savent coder green. Et les écoles en formeront. Du coup, c'est pour rebondir sur la question de William Didier dans le chat. Tu as l'impression que le numérique, c'est plutôt un ennemi ou un allié de la transition écologique? Ça peut être les deux. Okay. Mais là, ce que tu as l'air de dire, c'est que pour le moment, ça peut être qu'un ennemi parce qu'il n'y a pas de raison économique pour que ça soit un allié.
Non, j'ai pas, j'espère pas avoir dit ça. Ok. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, le numérique n'est pas considéré sérieusement comme un levier de sobriété. Il n'y a qu'à voir, il y a qu'à voir Netflix, par exemple, quoi. Mais ça, c'est dans l'inconscient de tout le monde. Les gens qui sont branchés sur Netflix n'ont pas le sentiment d'être en train de dégager du carbone. Ils se disent, chouette, j'ai un loisir décarboné. Sauf que Netflix, c'est hébergé aux States, et aux States, les centrales, elles sont à charbon, ou à gaz, ou elles sont thermiques, en tout cas, pour la plupart. Donc, les gens qui regardent notre vidéo, je suis pas certain que la majorité d'entre eux sont passés en low def en se disant, bah, de toute façon, c'est le son qui est intéressant plutôt que l'image. Tu vois? Donc, c'est plus un éveil de conscience global. Et après, le numérique est un outil merveilleux, un outil fabuleux, mais un outil, si tu t'en sers mal, bah, tu te fais mal, quoi. Je pense qu'il y a peut-être deux aspects à séparer aussi, c'est-à-dire qu'il y a l'impact du numérique en tant que tel, donc là où il faut être plus conscient en tant que développeur de l'impact du numérique et évidemment ensuite des besoins des entreprises et des formations, mais quand on code, avoir en tête que si on balance 60 MB systématiquement qui ne vont pas être utilisés, ben, ça va faire de la consommation énergétique pour rien. Donc en fait, quand on commence simplement à développer avec cet état d'esprit-là, on peut aussi améliorer les performances de ce qu'on fait et améliorer aussi l'empreinte énergétique. Et le deuxième aspect, c'est aussi du coup, le numérique utilisé pour la protection de l'environnement. C'est-à-dire que là, on a parlé de l'impact du numérique en tant que tel. Après, du coup, c'est toujours à contrebalancer face à l'impact de l'activité en question. C'est-à-dire que si c'est pour regarder Netflix, bon, bah, voilà, ça n'a pas de changement particulier, sauf éventuellement si on est sensibilisé sur un documentaire sur l'environnement. Mais après, voilà, si on utilise le numérique pour avoir un impact sur la réduction des déchets, sur la récupération, l'optimisation de trajets ou la limitation de trajets, ou une meilleure consommation énergétique ou une diminution de sa consommation de manière générale, dans ce cas-là, on va dire que c'est des ressources bien investies, quoi. Euh, Il y a une question de Joël Marchand en 1980, pour 1985 qui est que avant il y avait un groupe du CNRS qui s'appelle Ecoinfo, donc le nom est suffisamment évocateur, qui faisait référence sur le sujet, mais est-ce qu'il reste encore de tels groupes en France sur l'écologie et l'environnement, l'informatique et l'environnement? Ecoinfo existe encore, c'est un regroupement de chercheurs qui étudie encore la question. Ils ont fait d'ailleurs à Grenoble, je ne sais plus quand, en novembre, il me semble, toute une journée de conférences sur la sobriété numérique. C'était très intéressant, donc ça parlait énormément de l'impact du numérique sur l'environnement et de comment être plus sobre numériquement. Donc oui, ce groupe existe encore. Ensuite, il y a aussi le Shift qui a fait plusieurs études récemment sur l'impact du numérique et aussi le collectif Green IT qui est dirigé par Frédéric Bordage, qui a aussi fait des études et qui propose plein de solutions sur le numérique responsable. Donc oui, il y a des initiatives encore actives à ce sujet et je pense qu'elles se développent aujourd'hui. Euh, pour revenir à une problématique qui revient souvent, comment faire changer l'enseignement supérieur et la recherche? Le problème, en fait, c'est que pour faire changer les programmes de l'enseignement supérieur et la recherche, on ne peut pas passer par le gouvernement parce que il y a quand même une forte indépendance de l'enseignement supérieur vis-à-vis du gouvernement qu'il n'y a pas pour l'éducation nationale. Ça serait facile, par exemple, de changer les programmes du lycée et du collège. Par contre, les écoles comme l'UNCIMAG, elles ont une très, très grande liberté au niveau des programmes, tant qu'elles respectent la CTI. Et du coup, c'est assez dur pour le gouvernement, en fait, d'aller voir un chef d'établissement et de lui dire, bon, ben maintenant, tu vas devoir enseigner l'environnement. C'est un point qui revenait souvent et en fait, j'avais déjà fait une petite étude sur ça. Donc, ouais, le faire, en fait, et ce qui est assez paradoxal, c'est que l'enseignement supérieur ne peut changer que si les directeurs d'école décident de le faire changer. Euh,
Ouais, mais Une il y a question. quelque chose qui s'appelle le conseil d'administration dans les écoles Ouais. d'ingénieurs. Et au conseil d'administration, il y a des entreprises qui sont là et qui donnent leur avis et puis des fois qui donnent un peu d'argent aussi. Et, euh, et les entreprises, elles sont impactées par ce que demande le gouvernement. Donc en fait, il y a un lien indirect, je pense, quand même assez fort. Et tout est une histoire de rapport de force en fait, hein. C'est, qu'est-ce, qu'est-ce qui va pousser l'autre à bouger? Qu'est-ce qui va pousser l'autre à changer? Et bah, l'argent est souvent un levier intéressant, en tout cas encore aujourd'hui. Du coup, pour rebondir sur la question de Témine, Témine qui demande du coup s'il y a des actions concrètes à recommander aux élèves et aux ingénieurs. Pour la transition écologique en général Yes. ou sur le numérique? Ouais, transition Ok. écologique en général. Bah, je pense que c'est important de s'informer, de participer à des conférences, des ateliers pour rencontrer des personnes qui ont éventuellement déjà commencé leur transition écologique. Et après, je pense que le plus important, c'est montrer l'exemple, en parler autour de soi, essayer de convaincre ses amis. Quand on est encore étudiant, on côtoie une quantité de personnes au quotidien qui est assez incroyable, ce qui n'est plus forcément le cas une fois qu'on est sorti de l'école. Donc, c'est un super vecteur d'information. Si vous avez quelque chose à transmettre, l'école, c'est un très bon moyen de le faire. Et il y a possibilité d'organiser via les associations des événements et d'essayer à son tour de sensibiliser autour de soi. Je pense que c'est une manière de démarrer un petit impact autour de soi. Et ensuite, si on veut faire sa transition écologique personnelle, bah, comme on l'a dit au début, c'est un peu étape par étape. On fait un état des lieux et on avance là où on a le plus d'impact. Julien, je crois que tu avais beaucoup de regrets vis-à-vis de ton temps en tant qu'élève à l'ANSIMAG sur ce sujet. Ouais, moi j'ai fait ma transition à l'âge de 30 ans. J'avais déjà pas mal bourlingué dans le milieu économique, en particulier de bancaire et assurance. Donc un karma assez chargé déjà, donc un petit peu tard pour faire demi-tour. Et puis des dettes aussi. Ça, alors, si, en plus de ce qu'a dit Louise, qui est absolument fondamental, donc bien s'informer et s'informer au fur et à mesure qu'on pratique, s'informer au fur et à mesure qu'on change soi-même. Parce que si on cherche à tout comprendre avant de bouger, on risque d'être assommé par ce qu'on va découvrir et d'être paralysé dans l'action. Moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé à m'intéresser à l'écologie. J'ai tout pris dans la tête et ça a été assez dur en fait à ce moment-là. Ne pas rester seul, comme a dit Louise, quoi, rencontrer du monde. Pas rester seul en se disant qu'on est le seul à avoir tout compris, parce que bah, c'est pas vrai. Et en fait, on est très très nombreux, mais par contre, on ne fait pas aujourd'hui rapport de force. Il n'y a pas encore assez de gens dans la rue ou sur les réseaux sociaux pour réclamer ci ou réclamer ça. Et le conseil que je donnerais surtout, c'est vous laissez pas piéger. Pour les étudiants, hein, vous êtes au démarrage de votre vie d'adulte responsable. Attaquez pas cette vie-là en creusant des dettes, en vous disant je vais acheter une grande maison, ceci, cela. Enfin, vous achetez ce que vous voulez, mais si vous attaquez la vie avec des dettes, avec un passif, et vous allez vous faire emprisonner, et après ce sera plus dur de faire demi-tour. Vous serez piégé. Vous ne pourrez plus faire votre pas de côté parce que bah, je dois rembourser ci, ou j'ai des enfants à charge, ou ceci, cela. Je ne dis pas de ne pas faire d'enfants. Faites tout ça, mais avec discernement, quoi. Donnez-vous de la liberté. Thibaut? Ouais, pour moi, enfin, là, c'est pour un étudiant, c'est comme ce qu'on disait au début, quoi. C'est commencer par faire une petite introspection de notre impact pour savoir vers quoi il faut aller et ce qu'on peut changer. Et puis ensuite, nos actions et ce qu'on peut faire, c'est la même chose que n'importe quel citoyen peut faire. Donc, c'est son vote politique, mais aussi son vote à travers les choix quotidiens de consommation, de mode de vie. Mais je rajouterais quand même que en sortant de l'ENSIMAG, il y a quand même cette chance en plus qui est celle d'avoir le choix dans son parcours professionnel, parce que c'est quand même plus simple de se dire je vais tout claquer pour monter ma boîte quand on est CSP+, et d'un milieu socioculturel plutôt aisé, ce qui est en général, sans vouloir faire de généralité, non désiré, le cas des élèves de l'ENSIMAG. Donc, on va dire
si on regarde la vue globale, voilà, on a quand même cette chance-là d'avoir plus de choix que d'autres personnes. Et donc, on a cité Gandhi, maintenant je vais citer l'oncle bête de Spider-Man. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc voilà, simplement dire ça, on a cette chance-là de pouvoir faire des choix. Et ce serait dommage de passer à côté. J'ai l'impression que ça revient un peu aussi sur le point de William juste avant dans les commentaires qui disait que pour engager une transition à grande échelle, c'était pas les individus qui comptaient, mais c'était justement faire des actions de société, changer les entreprises, changer la formation. Euh, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. Enfin, quand on est ingénieur, on a vraiment un pouvoir énorme avec le numérique et le problème, c'est qu'on a l'impression d'avoir cette divergence entre le numérique et l'environnement. D'ailleurs, c'est quelque chose que toi, Thibaut, tu n'as pas puisque tu mets les deux l'un au service de l'autre. J'essaye, mais Mais en fait, je ne pense pas qu'il faille forcément distinguer les deux, quoi. Si on fait que l'un ou que l'autre, ça va pas marcher. Il faut un changement systémique. Donc, nécessairement, il faut à la fois que chacun change pour ensuite faire avancer le système de manière globale dans une direction différente. La somme des actions individuelles ne va pas forcément faire une action collective. C'est surtout ça le problème. Donc, en fait, il faut que chacun change en soi pour que la société change et qu'il y ait ensuite des moteurs un petit peu plus grands avec des actions collectives à travers de la réglementation, à travers des entreprises qui changent d'objectif simplement pécuniaire pour qu'il y ait des changements qui soient plus systémiques. il y a une question de Borana dans le chat qui demande s'il est envisageable pour les entreprises d'économiser de l'argent en étant plus green. Déjà, j'ai envie de répondre de mon point de vue de quelqu'un qui a fait un stage en finance, c'est qu'il rabâchait souvent le fait qu'en fait, les entreprises qui sont green, c'est des entreprises qui performent bien économiquement. Quand on regarde dans le détail, en fait, les entreprises qui sont green, c'est aussi des entreprises qui ont de l'argent comme Google, Facebook, Microsoft. Enfin, qui sont green. Ça dépend de l'impact versus les. Après, c'est la question du greenwashing. Peut-être que tu veux revenir dessus, en parler, Julien, mais c'est des entreprises qui sont considérées assez vertes dans leur comportement par le milieu financier, en tout cas. Peut-être pas par les activistes, mais par le milieu financier. C'est des entreprises qui ont tous les labels et que tu retrouveras dans ton portefeuille vert dans ta banque préférée. Oui, donc tu me demandes de commenter ça. Ouais. Moi, je pense qu'il y a un outil qui est très intéressant aujourd'hui, qui commence à être popularisé, c'est la triple comptabilité. Donc, il a la comptabilité financière d'une entreprise, mais également environnementale d'une part et sociale de l'autre. Et ça, c'est l'outil majeur. Et l'idée, c'est d'avoir une croissance selon cette triple comptabilité-là. Je suis absolument, moi, convaincu que si tu mets des efforts pour être green, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire respecter une certaine éthique avec des indicateurs solides qui te permettent de prouver que c'est le cas, tu gagneras moins d'argent. C'est certain. Mais j'ai envie de dire, on s'en fout. Parce que de toute façon, ce qui nous attend, et là je suis désolé de mettre un peu les pieds dans le plat, c'est la décroissance. Bête et méchante, la moindre épidémie, boum. Et c'est vraiment la moindre épidémie en plus, parce qu'on est encore en capacité de la traiter dans notre beau pays, mais ce n'est pas le cas de tous les pays, et ce n'est pas forcément le cas de notre pays futur. Donc, à un moment donné, l'argent, il va falloir commencer à s'asseoir dessus. Juste, je vois que je me suis fait incendier parce que j'ai dit que les GAFAM étaient verts. Les GAFAM ne sont pas verts au sens des activistes, mais sont verts au sens des marchés financiers parce qu'ils font quand même beaucoup d'initiatives où ils essaient de compenser leur impact carbone en leur rachetant ou en faisant des gros investissements sur le renouvelable. Le problème, c'est que les labels green, en ce moment, ils veulent un peu tout et rien dire parce qu'il n'y a pas d'uniformité. Et vous pouvez retrouver, par exemple, du Total qui ont des labels verts parce qu'à côté, ils investissent dans le panneau solaire. Donc, c'est vrai que il n'y a pas une visibilité qui est claire sur ce qu'est une entreprise verte. D'ailleurs, on peut peut-être en discuter quelles sont les entreprises pour lesquelles vous serez capable de travailler. Mais définir green, c'est quand même c'est très compliqué. Après, c'est aussi D'ailleurs, facile pour des entreprises comme Google, Microsoft d'investir dans des data centers qui sont plus green, etc. Parce que justement, ils ont de l'argent qui, par ailleurs, a été fait de manière pas forcément toujours très jojo. c'est quoi du coup une entreprise verte pour avoir votre point de vue?
Alors, la question est assez compliquée. Une entreprise verte, je sais pas si on peut vraiment définir ça comme ça. Moi, je définirais une entreprise qui a des objectifs, enfin, son objectif principal, en tout cas, défend des valeurs environnementales. Total aura beau faire replanter tous les arbres qu'il veut, son objectif principal, c'est quand même l'extraction d'énergie fossile. Donc, c'est tout sauf une entreprise verte. Je pense qu'une entreprise verte, c'est aussi une entreprise qui est en accord sur toute la ligne entre son objectif final et sa manière de procéder. Je ne saurais pas trop quoi dire de plus. Moi, je veux bien enchaîner. Il y a je suis obligé de me faire de la pub là. Sur mon site, sur mon blog, j'ai posté récemment une interview d'un permaculteur qui a été mon prof de permaculture, Pascal Depienne. Et je tiens à préciser au passage que la permaculture n'est pas une technique de jardinage, sinon on ne comprend pas du tout pourquoi j'en parle. La permaculture, c'est une façon de voir le monde, pratiquement, on va dire. Et il explique, et je suis globalement d'accord avec lui, que euh, une entreprise, si elle ne se met pas au service de notre humanité et en même temps de notre environnement, mais l'environnement, pourquoi est-ce qu'on veut protéger l'environnement? Parce qu'on veut protéger les humains qui vivent dans l'environnement. C'est globalement ça. Donc, il faut que ce soit une entreprise qui ait n'importe quelle activité, il n'y a pas de problème, à partir du moment où cette activité respecte les humains, tous, et y compris ses salariés. Donc, est-ce qu'elle traite bien ses salariés? Est-ce qu'elle redistribue bien ses bénéfices? Qu'elle respecte l'environnement? Donc, quel est son impact en termes de bilan carbone, en termes de déforestation, pollution diverses, etc. Et donc, qu'elle redistribue ses profits à toute la société d'une façon ou d'une autre. Donc, une société capitaliste qui cherche à rémunérer en priorité ses actionnaires a peu de chances déjà de correspondre à cette définition de base. Pour moi, enfin, je reprendrai un peu les indicateurs que tu as donnés tout à l'heure, qui sont les indicateurs de base du développement durable. C'est faut regarder ce qu'on fait sur plusieurs points. Le point économique, on va dire, il est essentiel parce que sans argent, on ne peut pas se développer. Là aujourd'hui, étant en train de créer ma startup, je m'en rends bien compte. C'est un peu malheureusement, c'est la réalité des choses. C'est-à-dire que si on n'a pas d'argent, si on ne peut pas payer son loyer, enfin, si on ne peut pas payer c'est les gens qui travaillent avec nous et qui, eux, par extension, ne peuvent pas payer leur loyer, on ne peut pas avoir d'action commune ou d'entreprise commune. Et ensuite, pour le reste, faut être en mesure d'évaluer l'impact social, sociétal de l'entreprise et puis l'impact environnemental de l'entreprise. Donc, il y a différents labels qui peuvent exister autour de ça. Il y a des labels ESS pour les aspects sociaux, il y a le label B Corp pour quelque chose d'un peu plus général. Ça ne permet pas forcément d'identifier quelle entreprise est green et quelle entreprise n'est pas green. Mais je pense que d'une manière générale, c'est quelque chose qu'il faut voir d'un point de vue un peu plus global, parce que l'environnement et le développement social ne peuvent pas vraiment être dénoués. Du coup, on revient vraiment sur les problématiques plus de développement durable que juste de problématiques écologiques seulement. Avec du coup le trifecta économique, environnemental et social. Et pas juste écologique. Ok, c'est cool. Il y a une notion super intéressante qui est que j'ai vu dans les commentaires passés, c'est qu'en fait, on ne peut pas considérer euh, il y a des secteurs qui seront forcément polluants, mais qu'on peut tomber dans les bons élèves du secteur. Est-ce qu'on devrait boycotter, nous, en tant qu'ingénieurs des secteurs, ou est-ce qu'on devrait boycotter des entreprises? C'est toujours une histoire de bilan carbone, je pense. Il faut boycotter des usages. Une compagnie aérienne qui est celle qui émet le moins de CO2, ça reste une compagnie aérienne. L'aérien compte pour X% des gaz à effet de serre totaux. Aujourd'hui, c'est encore moins de 4%, mais comme il prévoit un doublement du trafic, ça va augmenter de façon significative. Donc, est-ce qu'il faut boycotter Airbus ou Air France et compagnie? Ça, c'est
la libre conscience de chacun, quoi. Je lis juste les questions. Oui, est-ce qu'il n'y a pas, c'est quelque chose dont tu m'avais parlé aussi, Julien, est-ce qu'il n'y a pas des initiatives économiques déjà assez fortes pour justement effectuer ces transitions? Typiquement, Total, on peut penser, s'ils n'investissent pas dans le renouvelable, et à terme, ils risquent de ne pas exister. Euh, Alors ça, c'est super intéressant. Malheureusement, je ne sais pas s'il reste assez de temps pour développer ça, mais je suis allé donner une conférence à un grand groupe qui est plutôt dans l'informatique l'année dernière. C'était à leur demande. C'était une projection sur 2030 avec les indicateurs que j'avais à ma disposition, en particulier le rapport de Rome, en particulier les différentes projections économiques qu'on avait, également le climat et également le pétrole. Et, euh, et ils se sont aperçus que 90% de leur portefeuille de clients était finalement soumis à des risques très importants. Alors, et c'est marrant parce que j'ai conclu en disant, bah, à mon avis, la priorité, ce serait de se désengager du secteur aérien dans lequel vous êtes. Et aujourd'hui, le secteur aérien est cloué au sol pour une histoire d'épidémie, c'est assez intéressant. Euh, oui, il y a des, comment dire, attends, aide-moi à reprendre le fil là, parce que ça y est, je suis des parti dans mon motivations truc. financières? Ah oui, bah voilà, les motivations financières, elles sont, c'est est-ce qu'on va survivre en fait? C'est plus une histoire de résilience. Donc, c'est essayer d'anticiper les chocs qui vont arriver. Ça peut être le cours du pétrole, épidémie, guerre, famine, migration, donc des trucs aussi graves que ça, ou des choses moins graves. Mais typiquement, la réglementation également, anticiper sur les réglementations écologiques, ça peut être très intéressant. Maintenant, le chef d'entreprise qui arrive en se disant je vais gagner plus d'argent en étant green, il fait fausse route. Par contre, celui qui se dit si je veux attirer des jeunes ingénieurs sensibilisés, euh, j'ai intérêt à être plus green et envisager ma façon de faire les choses, ça oui, ça peut être intéressant. Et typiquement dans les sociétés de services en informatique, il y a de plus en plus de boîtes qui font un peu de greenwashing autour de ça, parce qu'ils se sentent bien qu'un jeune ingénieur de 22 ans, il n'a plus les mêmes repères, il n'a plus les mêmes valeurs que les gens de ma génération. Je vais Ouais, donner un exemple très bête. Sur des salons de recrutement, il y a des entreprises qui arrivent en disant ah non, nous on file pas de goodies, tu sais, des petits gadgets, voilà, alors que tout le monde voulait distribuer des gadgets en plastique ridicules il y a encore quelques années. Et maintenant, il y en a qui disent non, non, nous on n'en fait pas, c'est en plastique, tu comprends, on est green, etc. Et puis à la place, ils te filent un mug en porcelaine que tu peux utiliser. C'est bête, hein, c'est des signaux faibles, mais c'est en train d'arriver, quoi. Et à tous les niveaux, tu as tout à gagner à envisager une stratégie de résilience, je pense. À ce niveau-là, pour ceux qui n'ont pas vu sur LinkedIn, il y avait le manifeste qui visait surtout donc les élèves des grandes écoles, enfin qui a surtout touché les élèves des grandes écoles, et qui a eu un impact assez retentissant à la fois au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, mais aussi chez les entreprises qui ont pris une assez grande claque en fait sur le fait qu'elles devaient, pour attirer les talents, changer encore leur comportement. Donc c'est possible que juste les étudiants choisir où est-ce que vous allez travailler, ça fasse une pression suffisante pour que les entreprises échangent, parce qu'au final, les entreprises, c'est des humains. Et si l'entreprise n'a pas de capital humain pour travailler, elle ne peut pas continuer d'exister. Donc, ouais. C'est le manifeste pour un réveil écologique. Yes, exact. Du coup, une dernière question, parce que je vais devoir vous lâcher. On va essayer de finir dans 1 heure. Est-ce que vous pensez que le coronavirus va changer la perspective des gens par rapport à leur consommation et du coup, par rapport à leur impact environnemental? Vas-y, Thibaut, si tu veux commencer. J'ai pas d'avis particulier. C'est-à-dire chez les gens, est-ce que ça a changé leur consommation? Je suis pas forcément sûr. C'est-à-dire que le lien entre l'épidémie et le changement climatique et nos actions de consommation est pas forcément évident à voir tout de suite. Et je suis pas sûr que tous les gens qui sont confinés vont forcément faire le lien entre je change de smartphone tous les ans et il y a eu une épidémie à travers le monde et on est resté confiné pendant 2 mois. Donc là-dessus, je suis pas
je suis pas sûr qu'il y ait un changement parmi les consommateurs. Après, je suis assez curieux de voir ce qui va se passer d'un point de vue un peu plus gouvernemental et international. Parce que là, il va y avoir des vraies décisions à reprendre derrière entre économie pour tout de suite et économie pour plus tard, une économie plus résiliente et par extension plus respectueuse de l'environnement et qui s'inscrit un peu plus dans un écosystème. Je vais bien rebondir, si on a encore Ouais, du temps. vas-y, on peut dépasser un peu. Je ne sais pas si ça va changer la manière de vivre des gens, mais je pense qu'il y a déjà eu un constat de la plupart des Français, au moins je pense, que si on diminue nos activités, bah, ça a quand même un effet plutôt positif sur l'environnement. Il y en a beaucoup qui se rendent compte que bah, les oiseaux se remettent à chanter, la végétation pousse et prend le dessus un peu en ville ou dans les parcs. C'est des constats, mais je pense qu'une fois qu'on dira à tout le monde, c'est bon, vous pouvez retourner consommer et vous pouvez retourner travailler, je pense que la plupart retourneront à leurs habitudes d'avant et n'auront pas forcément conscience que bah, oui, tous nos déplacements, même individuels, bah, ils ont un effet néfaste sur l'environnement. Et aujourd'hui, quand on voit les décisions des politiques, c'est quand même plutôt parti pour aller à l'encontre d'une transition écologique. Il y a quand même beaucoup d'investissements faits pour des entreprises qui ne sont pas très vertes, hein, comme on disait. Et je pense que ça prendra le dessus par rapport à quelques petits gestes individuels qui auraient pu émerger suite à ce coronavirus et ce confinement. Julien, un dernier mot, c'est rapide. Rapide, ouais, je sais pas faire ça. Mais non, je pense qu'il va rien se passer pour la masse des Français. Ça va pas être visible. On leur a pas expliqué. Enfin, si, Delphine Bateau l'a fait, François Ruffin l'a fait, des gens un peu peut-être éclairés dans l'hémicycle, mais les gens à la radio, les journalistes, ils sont à l'ouest, ils comprennent pas ce qui se passe. Ils savent pas que la déforestation fait que le pangolin, fait que la chauve-souris, fait que le virus. Ça percute pas là-haut. Mais c'est normal, les gens sont pas bêtes, on leur explique mal. Donc ça va pas bouger. Par contre, les gens qui étaient un peu sensibilisés vont passer à l'action. Et donc le rapport de force va continuer de grandir, mais en vague sous-marine, ça ne va pas se voir. Un petit témoignage direct, moi je suis sur les réseaux sociaux, je suis un petit peu connecté au groupe d'écolieux, etc., de par mon activité maintenant. Et depuis le début du confinement, je vois flamber, mais vraiment flamber, les posts de personnes qui disent Salut, avec ma copine, on habite en région parisienne, on voudrait venir habiter en Bretagne, dans un écolieu, nanana, puis, toute la panoplie néo-hippie, néo-transitionneur, néo-rural, dont je fais partie, hein, donc je m'en amuse moi-même. C'est vraiment impressionnant. Donc il se passe quelque chose, mais ça ne se verra pas encore à la télé tout de suite. Ok, trop cool. Merci tout le monde. C'était du coup le premier event connexion. Il en reste au moins 3 qui ont été planifiés jusqu'à début juin. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez tout revoir en vidéo, en replay sur YouTube. Et à la prochaine du coup. Ciao.